Bonjour, amis followers, bonne année 2023, une année que nous espérons meilleure que les précédentes, même si elle a été mal démarrée avec la crise ukrainienne qui aujourd'hui fait que ça caille en Europe, avec la Covid-19 qui encore continue de nous menacer. En ce début d'année, je voudrais souhaiter quand même le meilleur à tous les Africains, à tout le monde et appeler quand même à beaucoup plus de sérénité, ça et là. Parce que nous en avons besoin. Au lendemain de la Covid, nous ne devrions plus retomber dans ces travers, mais nous avons vu que la géopolitique a pris le dessus avec la guerre quand même russo-ukrainienne. Je voudrais m'arrêter sur le cas sénégalais. Pourquoi? Parce qu'en 2023, nous sommes sur une année charnière. 2024, dès le début de l'année, nous allons vers des élections. Et aujourd'hui, au Sénégal, il n'y a aucune lisibilité dans l'échiquier national, aussi bien du point de vue de l'investissement que du point de vue des partenariats. Et pourquoi? Parce que le pays qui a eu une image légendaire de pays stable, aujourd'hui plonge dans une instabilité inédite et une instabilité dont les menaces sont de niveau interne. Il y a eu une sorte d'accusation politique, de groupes terroristes qui se préparaient, mais tout cela n'était qu'imaginaire politique. C'était des manipulations politiques qui, entre autres, font partie de ce cocktail Molotov qui risque quand même de faire imploser ce pays, qui pourtant ne constitue pas une exception au niveau international. Contrairement à l'idée reçue au pré-notion que le Sénégal est protégé par les traditions maraboutiques, que le Sénégal est protégé par sa culture. Aujourd'hui, c'est cette même culture qui a perdu ses bases et qui fait que nous sommes exposés à tout. Le Sénégal est un pays parmi les moins avancés du monde, parmi les 25 si je ne m'abuse. Donc quand on fait partie des 25 pays les moins avancés du monde, on n'a pas de poids économique à imposer, ça et là, même si des ressources quand même ont été découvertes. Ce qui se passe, c'est que c'est cette tradition, cette stabilité qui fait que ce pays, avec son positionnement géographique, constitue quand même un atout majeur de partenariat ça et là. Et aujourd'hui, cet atout majeur que constituent les valeurs est en train quand même de s'effriter. S'effriter de façon manifeste à travers la gouvernance qui part en lambeaux, avec l'amateurisme de ministres. Les trois derniers gouvernements que le Sénégal a connus sont des gouvernements qui ont fait une longue expression de ministres carents. Au moins dans ces gouvernements, on a 2/3 de ministres qui n'avaient pas le profil, ou s'ils ont le profil, n'ont pas incarné carrément en réalité leur secteur. Le gouvernement a mis un financement légendaire sur l'emploi des jeunes après mars, 450 milliards, mais aujourd'hui, aucune lisibilité, aucune action et rien ne bouge. Et aujourd'hui, les jeunes sont encore en attente et ce sont ces jeunes-là qui constituent la menace primaire. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font l'objet d'une mauvaise utilisation. Les gens insultent, les gens s'aventurent à toute forme de travers. Et parce que, quelque part, il y a une sorte, en réalité, de désœuvrement, de manque d'emploi, entre autres. Il y a une dévalorisation de l'administration. Aujourd'hui, les fonctionnaires talentueux, dans leur grande majorité, sont écartés pour quand même les besoins du népotisme. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont connus par ceux qui sont dans le système. C'est des gens qui acceptent de se plier à la politique. C'est des gens qui acceptent un peu les conditions peut-être parfois même illégales qu'on leur impose, dans leur majorité, comme je dis, qui aujourd'hui sont quand même aux commandes. Et la preuve, le rapport de la Cour des comptes montre à suffisance que la gouvernance est pratiquement, la bonne gouvernance est pratiquement morte. Parce que plus d'une dizaine d'âges qui sont de hauts cadres de l'administration dans le principe, qui sont épinglés sur des procédures mineures de passation de marché. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui soit tolérable et que c'est l'argent public qui est dépensé et le gouvernement sort pour amener une justification et minimise pour dire que c'est 6 milliards. C'est plus que 6 milliards. Et ce qui va être dangereux, c'est que si c'est le fonds Covid qui a été dilapidé comme ça, que va-t-il en advenir du budget gouvernemental pour ces 2 dernières années? Ça aussi, je pense qu'il y a des rapports qui devront être attendus et ça risque quand même de surprendre plus d'un.
Mais aussi tout cela était prévisible parce que aujourd'hui, il y a eu des DAGE qui ont été nommés sur la base de contournement du système, sur la base d'une pure illégalité. Parce qu'aujourd'hui, quand on entre dans l'administration, on est fonctionnaire, on est de rang A, de rang B ou de rang C. Quand vous êtes de rang B, vous devez refaire les concours pour être de rang A. Aujourd'hui, vous voyez, par exemple, des corps de métier, contrôleurs, secrétaires d'administration, etc., dans les différents corps de métier, qui vont dans des écoles de seconde zone qui ne sont pas classées, qui se cherchent des diplômes de master et qui viennent être nommés directeurs sur cette base. Et ça, c'est devenu une chose qui fait lésion. Sous Wade, ça a commencé. Sous Wade, sous Macky, c'est la grande généralisation. Parce qu'aujourd'hui, dans la pratique même, en Conseil des ministres, dans les nominations, on entend rarement les matricules de solde, on entend rarement le métier précédent qui a été exercé. Souvent, c'est un tel diplômé en. Quand on dit diplômé en, ça veut dire que la formation n'est pas si solide que ça. Donc ça, c'est un état de fait, une dévalorisation désastreuse de l'administration. On pousse les fonctionnaires à faire de la politique. Et ça, je pense que c'est ce qui amène toute cette situation de prévarication, de contournement de la loi, de dilapidation des ressources. Et ça, c'est un balai profond qui devra pouvoir nettoyer cela. Également, il y a la prévarication, scandale Cour des comptes, où c'est des DAGE qui ont été épinglés et des ministres qui dégagent toutes leurs responsabilités alors qu'ils étaient les donneurs d'ordre. Donc ça montre tout simplement que dans un pays qui marche correctement, où on parle de budget programme, où on parle de système dématérialisé de gestion des deniers publics, comment les gens peuvent arriver à empocher autant de sous, même 100 francs CFA des deniers publics, sans que une autorisation puisse être donnée en amont, soit au niveau ministériel, soit au niveau du ministère des Finances, où les décaissements en réalité se font. Donc il y a beaucoup à redire à ce niveau, et ce feuilleton n'est pas encore terminé. Je pense que il y a des clarifications qu'il faille apporter. La récompense politique est devenue quand même le principal, la principale trouvaille de ceux qui veulent être nommés. Bah, vous appuyez quelqu'un, on vous nomme en termes de récompense. Et aujourd'hui, c'est ce qui bousille tout le système national que nous avons. Parce que, interrogeons la formation professionnelle, où dernièrement, il y a eu un grand mouvement. On a eu à installer des gens qui ne connaissaient rien au métier. Vous prenez des proviseurs de lycée, vous prenez des enseignants qui devaient tenir les classes, vous les bombardez directeur national dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Il dégrade la situation jusqu'à zéro. Les gens ont des problèmes de budget de fonctionnement finalement pour des projets qui étaient bien démarrés. Je prends juste l'exemple du PF2E. Prenez Michel Faye qui était un haut cadre de l'administration, qu'on évince pour mettre un proviseur de lycée qui a tout fait dégringoler. Aujourd'hui, il est remplacé par un inconnu qui aussi fera moins. Aujourd'hui, je pense que nous devons traiter beaucoup plus de sérieux ces questions qui touchent le marché du travail parce que nous avons des jeunes qui attendent. Nous avons des jeunes qui attendent et il n'y a aucune perspective. L'emploi, ce n'est pas que l'argent. Il y a toute une panoplie en réalité d'organisation technique, de mise en train, de renforcement des jeunes, de motivation. Et tout cela, aujourd'hui, n'est pas correctement pris en charge. Ça, c'est un exemple juste que nous tenions à donner. Également, il y a la brimade des populations. Ça, nous le constatons, des emprisonnements à tout va. Nous, tous Sénégalais, nous sommes en sursis, hein, parce que même avec cette vidéo, je peux risquer peut-être d'être interpellé sur quelque chose. Mais bah, de toute façon, on est dans un pays que nous partageons et nous avons l'obligation, en invoquant notre droit constitutionnel, de nous exprimer sur des choses qui nous concernent, parce que nous payons en réalité aussi les impôts qui sont très salés depuis des années. Aujourd'hui, quelqu'un l'a dit la dernière fois, il travaille 20 jours pour lui-même et 10 jours pour le gouvernement. Parce que les impôts, c'est pratiquement le tiers de ce qu'on gagne au niveau national. Et ça, je pense que quand on paye des impôts, on a quand même son mot à dire. Donc, l'instrumentalisation du mandat de dépôt. Aujourd'hui, même pour une banale histoire, vous connaissez quelqu'un quelque part, on vous interpelle, on vous met au gnouf, on vous prive de votre liberté. Et ça, c'est monnaie courante au Sénégal. Ce qui est dangereux, c'est que pour un oui ou pour un non, on met quelqu'un
en mandat de dépôt pendant on ne sait combien d'années et après on revient pour libérer sous libération provisoire. Et le contrôle judiciaire aussi est devenu comme une sorte d'épée de Damoclès et le mandat de dépôt sur la vie de tous les Sénégalais. Et le Sénégal n'était pas comme ça. Le Sénégal n'était pas comme ça. Et personne n'y échappe aujourd'hui. Pour un petit libérer un tel, on emprisonne des gens. Et on se dit qu'on est dans un pays démocratique qui s'illustre. Je pense qu'il y a une sonnette d'alarme sur laquelle il faut tirer et que les uns et les autres puissent savoir raison garder. Une désignation aussi savante de bourreau de la République, mais également de cheval de Troie. On a créé de gros mensonges dans ce pays, ce qu'on appelle des big lies. On invente des histoires de viols, etc. Et on se rend compte que c'est des jeunes filles qui manipulent toute une population. Et il y a eu tout derrière, les mouvements sociaux, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a cette nécessité de reculer et de revenir vraiment à une certaine orthodoxie. Le président Macky Sall a beaucoup fait. Il a beaucoup fait. Le TER était une bonne réalisation, mais c'est à améliorer. Le matin, les pics, vous pouvez rester 3, vous pouvez, si vous êtes par exemple sur une certaine partie de Dakar, vous pouvez être en retard parce que 3 trains passent sur 10 minutes et vous ne pouvez pas entrer parce que c'est extrêmement plein. Il faut mettre peut-être deux autres trains à des heures de pointe pour quand même permettre de faire bouger la population tout en tenant compte effectivement de l'efficacité économique. Mais également, le TER n'est pas allé jusqu'à l'aéroport. Ça, c'est une limite. Deuxième élément, c'est également le financement du TER. Jusqu'à présent, il faut l'élucider. Ce n'est pas parce qu'il y a une réalisation que c'est bien. Il faut parfois comprendre que c'est des deniers publics. Ce sont nos impôts que nous avons payés difficilement, qui sont dépensés, il faut clarifier. Parce qu'on ne peut pas se dire qu'on est au Sénégal, tout se comprend. Non. C'est des choses qu'il faut clarifier. Le financement du TER, ça doit être clair. Et je pense que les chiffres doivent être mis à la disposition de tout le monde. Le BRT, c'est un bon projet. Mais tout Dakar est bloqué depuis des mois. Les gens sont toujours en retard parce qu'il y a une certaine artère de Dakar. Le centre de Dakar ne peut pas être traversé. Et aujourd'hui, c'est à des heures de pic. C'est difficile, les gens ne peuvent pas rejoindre leur service à temps. Il y a beaucoup de retard et trop d'embouteillages dans les ronds-points. Également, le pont de Foundiougne, je l'ai traversé tout dernièrement, c'est une belle œuvre, mais la route d'avant et d'après, c'est une route quand même qui mérite quand même d'être retapée. L'aéroport Air Sénégal également, c'est une bonne réalisation, mais il faut beaucoup plus de sérieux. On est menacé. Aujourd'hui, on peut voyager à ses propres frais et on est obligé d'acheter des billets d'autres pays. Voilà. Air Côte d'Ivoire, c'est 1000 fois moins cher même que ce qu'on propose au Sénégal. Et souvent, le patriotisme ne veut pas dire faire des sacrifices énormes parce que payer plus cher. Non, non, non. Il faudrait que Air Sénégal puisse être beaucoup plus réaliste, que sur la gestion des voyages, que ce soit beaucoup plus sérieux, qu'il y ait beaucoup plus de ponctualité, etc. Parce que nous savons ce dont on parle. Donc le président Macky Sall a fait 12 ans. Il a changé la constitution. Et en changeant la constitution, il avait clairement dit, lui, son ministre Boun Abdallah Dionne, son actuel ministre de la Justice qui défend on ne sait quel projet, un brillant professeur d'université que nous avons perdu. Et ça, c'est le dommage, c'est le grand dommage de nommer des hauts cadres dans certains domaines à des postes purement politiques. Ismaël Madior Fall, c'est une perte pour l'université sénégalaise et c'est dommage. Et l'histoire quand même retiendra qu'un brillant esprit a vendu quand même son âme au maquis. Souvent même, on se dit, est-ce que c'est le président Macky Sall qui est dans ça? Parce qu'il avait une certaine démarche. Je pense que Bouba Ndour l'a dit la dernière fois. Si on disait qu'il ne faisait plus de troisième mandat, aujourd'hui, tout le monde allait applaudir parce qu'on se féliciterait de tout ce qu'il a fait. Mais vous ne pouvez pas dire je ne fais pas de troisième mandat et revenir pour dire oui, oui, non. Sori Kaba a été le premier à casquer, mais pourquoi ceux qui soutiennent le troisième mandat ne sont pas dégommés? Donc ça veut dire qu'on maintient le pays dans une sorte en réalité de doute. Même s'il y a de la pression étrangère qui veut vous maintenir parce qu'il y a des ressources en jeu, etc. Quand il faut partir, il faut partir. Parce que le Sénégal est bâti sur la base de valeurs et ces valeurs quand même n'acceptent pas le dédit. Wade l'avait fait. Ni oui ni non, j'avais dit je ne dis plus et je pense qu'un président de la République
pour le respect et l'image qu'il a, ne devrait pas en réalité parler comme ça. L'heure viendra où je dirai ma position. Non, la Constitution est claire, nul ne peut, nul ne peut. Aujourd'hui, l'Union africaine est dirigée par le président Macky Sall. C'est une bonne chose. Il tire avec le leadership qu'il faut. Et demain, nous aimerions qu'il soit, contrairement à ce que Wade n'a pas eu, celui qui va quand même un peu faire la médiation au niveau international. Et il a une voix qui porte. Et je pense qu'il peut parler à beaucoup plus d'Africains. Aujourd'hui, il y a aussi à redire, parce que le comportement de nos chefs d'État, comme celui du Sénégal, a un peu frustré le Mali, un peu une partie de la Guinée, un peu le Burkina. Et je pense que l'Afrique de l'Ouest, quand même, est un bloc qu'il faut retravailler à souder. Parce que nous avons un marché commun, nous avons une communauté au sein de laquelle, vraiment, même la pièce d'identité est pratiquement unique. Donc, il y a des choses qu'il faut corriger vraiment à ce niveau. 12 ans, c'est suffisant pour une démocratie. Vous ne pouvez pas faire 20 ans comme Abdou Diouf, 20 ans comme Léopold Senghor, parce qu'on a été longuement plongé dans une période post-coloniale où toutes les ressources étaient bradées, où il y a eu des ajustements structurels. Aujourd'hui, le Sénégal a suffisamment d'intellectuels, suffisamment d'esprits brillants, suffisamment aussi de ressorts qui lui permettent de rebondir. Que le pétrole et le gaz ne soient pas des motifs pour rester ou pour peut-être enrichir les gens. Maintenant, il y a la justice sociale qu'il faudrait en réalité redorer. Et pour le faire, il y aura forcément des gens qui vont casquer. Ceux qui bouffent l'argent du contribuable, ils devront répondre devant vraiment le public. On a perdu quand même le meilleur de nous-mêmes. Ce sont quand même nos valeurs. Et aujourd'hui, le Sénégalais, il est devenu méconnaissable. Dans nos rues, nous voyons des nationaux qui se transforment en mendiants. Et ça, je pense que c'est une mauvaise image que nous devons en réalité corriger. On voyage même à l'étranger, parfois vous voyez des Sénégalais dans les rues. Et ça, je pense que le gouvernement devrait prendre ça en charge. Les bourses de sécurité familiale, c'est une bonne chose, mais c'est mal organisé. On ne peut pas se dire que on va faire des transferts, et derrière, rien du tout en termes de capitalisation. Si on capitalise, il y a quoi? C'est des transferts juste qu'on fait, mais en termes de gains économiques, en termes de sortir ces populations de la pauvreté, il n'y a rien eu. Ça veut dire que c'est pas transparent. Et en tant que citoyens, nous réclamons également à ce niveau. L'exploitation des ressources naturelles n'est pas ressentie. Il n'y a pas que le pétrole et le gaz. Le Sénégal exploite bien d'autres ressources. Il y a de l'or, il y a énormément de choses. Mais nous ne sentons pas ça. Et pourquoi? Parce que tout dernièrement, si nous sommes dans un pays crédible, si nous sommes en situation d'exploitation des ressources où le pays escompte un avenir meilleur, moi je pense qu'une augmentation des prix ne se justifierait pas. Aujourd'hui, le Sénégal fait partie des pays les plus chers d'Afrique. Que ce soit au niveau de la location, que ce soit au niveau des hydrocarbures, etc. Et la dernière hausse, la semaine dernière des hydrocarbures, ça aura des impacts quand même désastreux. Le prix du transport va flamber, le prix des denrées de première nécessité va aussi flamber, tout comme l'électricité en tant que telle. Et je pense qu'en termes de bonne gouvernance, il y a quand même énormément d'efforts à faire. Et aujourd'hui, nous pensons toujours qu'il y a une exception sénégalaise, mais à mon avis, l'exception sénégalaise n'existe pas. Souvent, un contexte donné, avec un facteur donné ou des facteurs donnés, une détermination donnée, une certaine façon de penser, peuvent quand même changer grandement la donne. Le Sénégal a été jusque-là un pays qui est suivi. Essayons d'en faire un pays qui continue à être suivi. En Afrique de l'Ouest, on est sous feu et flamme, comme on dit. Il faudrait que le Sénégal puisse être le sapeur. Et ce qu'on voit, ce qui se profile avec les politiciens, je pense que ça n'augure rien de bon. Aujourd'hui, une prise de conscience globale s'impose et ce pays a besoin de rigueur. Macky ne continuera pas. Qu'il le veuille ou pas, s'il force, ça ne passera pas. S'il va aux élections, ça ne passera pas. Parce que il y a la parole donnée, il y a aussi les limites de gouvernance. Il a fait des réalisations, mais un bilan ne justifie pas une réélection. C'est un progrès qui justifie une réélection. Aujourd'hui, en termes de bilan, si on fait le ratio entre l'argent qui est injecté, le mode de gouvernance et le résultat qu'on a,
bof, on peut être quand même partagé. Et je pense que cet effort doit être fait. Également, l'opposition est dans un regroupement qui sous forme de piège. Parce que avant Wade, c'était comme ça, tout sauf Wade. Et après, on en est revenu à un Benno Bokk Yakaar qui a quand même été un grand désavantage, une grande erreur de gouvernance au niveau national. Également, il y a de la rigueur qui est attendue parce que même ces gens de l'opposition, aujourd'hui, le grand danger qu'ils vont courir, c'est que toute personne qui va être élue après Macky Sall, il aura cette exigence de bonne gouvernance. Et il n'y aura pas de temps de latence, il n'y aura pas de temps d'observation. Les populations en sont à un niveau où il faudra quand même être sur du concret. Parce que l'opposition a tout fait, a tout contesté. L'opposition a tout remis en cause. Et aujourd'hui, il nous faut des schémas beaucoup plus clairs, beaucoup plus rassurants. Et qu'est-ce que l'opposition propose? Je pense que c'est un travail de fond qu'il faut faire. On est en 2023, l'heure des bonnes propositions est venue. Et je pense que l'opposition doit changer de stratégie en essayant de proposer un projet de société, un projet de gouvernance. Et je pense que, et de partage des ressources également. Et je pense que c'est de cette seule manière que nous allons entrevoir quand même un avenir beaucoup plus rassurant. Ce n'est pas une question de guerre entre partis politiques. Ça ne passera pas. On ne peut pas emballer les populations dans ça. Mais les Sénégalais ont besoin de beaucoup plus de liberté. Pour le président Macky Sall, on est en fin de mandat. Et en fin de mandat, il faut avoir un comportement de quelqu'un qui termine. Il faut conclure. Il faut savoir conclure un argumentaire. Et conclure un argumentaire veut dire que à l'heure du bilan, en 2023, on devra finaliser toutes les réalisations et peut-être ouvrir des perspectives pour celui qui va peut-être prendre le pays après, qu'il soit du côté du parti de la coalition au pouvoir ou du côté de l'opposition. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que nous sommes sur une file très raide et ça, c'est un appel parce que nous sommes citoyens, nous partageons ce pays, nous n'avons pas besoin de migrer, nous n'avons pas besoin de faire autre chose. Nous avons des enjeux ici, nous avons nos familles, nous avons notre avenir que nous avons taillé sur la scène africaine mondiale. Donc, il faudrait revoir l'investissement. L'investissement devrait être beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient, beaucoup plus soucieux de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, il faudrait travailler à instaurer le travail comme quand même valeur fondamentale au niveau national et inciter tout le monde au travail. Et ça, c'est la rigueur qui peut quand même nous permettre de l'avoir. Nous avons juste besoin au Sénégal, pas d'un président savant, pas d'un président qui est beau, pas d'un président qui est religieux. On n'a pas besoin de ça. Ce dont on a besoin, c'est d'un président rigoureux qui montre à tout le monde que c'est le mérite, c'est la compréhension, c'est la solidarité, ce sont les valeurs sénégalaises qui vont en réalité présider. Et qu'il n'y a plus de place pour la tricherie. Globalement, on triche un peu partout. Même les mendiants qu'on a dans la rue, ils vous demandent alors qu'ils ont 10 000 francs dans leur poche parce qu'ils peuvent vous faire la monnaie facilement. Je pense qu'il y a des choses quand même à corriger. Veiller à plus de justice sociale. Et je pense que c'est de cette seule manière que nous parviendrons à hisser ce Sénégal-là parmi les pays qui vont quand même voir concrètement le progrès et peut-être encore attirer le plus de citoyens du monde. Être quand même ce havre de paix, de bonheur, l'antre quand même du bonheur des étrangers comme on dit, mais aussi des Sénégalais en priorité. Merci.